Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de modélisation. En tant qu'ingénieur des mines, géologue simplement ou géoscientifique, une fois ou une autre, vous avez déjà entendu parler de modèles géologiques 3D. En réalité, beaucoup de gens se concentrent sur l'aspect euh, technique. Comment est-ce qu'on manipule le logiciel? Comment est-ce on réalise la modélisation géologique 3D sur le logiciel? Et ils ignorent un peu que un modèle géologique, c'est d'abord une interprétation, c'est d'abord une analyse, c'est d'abord une façon pour vous de représenter votre perception de la géologie d'une zone, des données qui sont à votre disposition, de la minéralisation que vous êtes en train d'étudier, du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, c'est d'abord quelque chose d'une interprétation qui vous est propre, votre façon de voir. C'est plus que l'aspect technique, puisque l'aspect technique, on peut utiliser différents logiciels pour réaliser une modélisation 3D. Mais si on ne maîtrise pas, effectivement, comment est-ce que l'interprétation qu'on veut faire, si on ne maîtrise pas, en fait, l'objectif qu'on veut atteindre, on peut passer tout à côté de la plaque. Alors, dans un premier temps, c'est quoi un modèle? Il faudrait simplement dire que, au-delà des couleurs que l'on voit, au-delà de la distribution spatiale d'une géologie, d'une minéralisation que l'on voit graphiquement, le modèle, c'est d'abord et avant tout une représentation mathématique d'un phénomène, d'un processus ou bien d'une propriété. Je vais prendre un cas illustratif, l'équation, la loi de Darcy. C'est une équation qui permet de décrire l'écoulement d'un fluide incompressible. C'est une équation mathématique, c'est une loi physique. Mais cette équation mathématique qui a été mise sur pied est destinée à décrire le comportement d'un fluide. Et donc, grâce à cette équation, on peut avoir un visuel en 2 dimensions, en 3 dimensions, ça dépend. On peut avoir un visuel du, du principe d'écoulement, de l'écoulement d'un fluide incompressible à travers une paroi, à travers une zone poreuse par exemple. Donc on se rend compte que en fait le modèle c'est d'abord une équation mathématique et en plus on va faire une représentation donc graphique de ce modèle mathématique là. Sur le plan géologique, il y a une dimension visuelle à ce modèle. Il y a une dimension graphique si l'on peut le dire ainsi. La géologie est une science assez complexe parce qu'elle étudie l'origine, l'histoire, la constitution et les aspects physiques et du développement même de la Terre. Et donc, on doit être capable de l'interpréter, de la visualiser sous un angle tridimensionnel, c'est-à-dire que la conception, la confection des cartes géologiques, par exemple, en 2 dimensions, bien sûr, elle est toujours utile, mais elle doit s'accompagner d'une méthodologie, d'un modèle 3D qui nous permet donc d'avoir une perception sous tous les angles du phénomène qu'on est en train d'étudier. Si c'est une minéralisation, on aura donc une perception en 3D de notre minéralisation. Sauf que dans la réalité, il est impossible, parce qu'effectivement on est en 3 dimensions, il est impossible d'accéder directement à la 3e dimension et exhaustivement. On peut par exemple accéder à la 3e dimension en faisant des forages. Là, on obtient les données des drill holes, par exemple. Ou bien simplement en faisant des excavations à chaque fois, lorsqu'on exploite, par exemple, en carrière. Mais on ne peut pas le faire sur toute la Terre. Si l'on veut étudier une grande superficie, par exemple, pourquoi pas 2 km², on ne va pas faire des forages, on ne va pas forer systématiquement 2 km² pour avoir accès à cette 3e dimension Z, dont la profondeur. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on pratique des forages dans le cadre minier ou géologique. On pratique des forages, on pratique un échantillonnage à la tarière par exemple, ou bien simplement les données de drill hole, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis à la fin, on obtient des échantillons, on va analyser, on va interpréter et qui vont nous permettre donc de construire une interprétation géologique en 3D ou bien de construire une interprétation de la minéralisation en 3D sur la base de l'interpolation. Mais il faut noter que au départ, il y a 2 manières, en fait rigoureusement, il y a 2 manières de concevoir un modèle géologique 3D. La première façon est de le faire automatiquement, c'est-à-dire que vous laissez complètement la charge au logiciel d'interpréter la géologie de la zone sur la base des données que vous lui avez fournies. La seconde manière, qui est plutôt semi-automatique, c'est que vous fournissez au logiciel les données, puisqu'il y a des logiciels de conception assistés par ordinateur qui sont
remplis sur le marché, il y en a tellement, vous avez le choix. Et donc, le plus important aujourd'hui, ce n'est plus le logiciel, mais effectivement l'interprétation que vous faites des données que vous avez à votre disposition. Donc, j'étais en train de dire, la deuxième option, vous fournissez au logiciel les données, vous lui indiquez également comment est-ce qu'il doit interpréter, sur quelle base il va faire une interpolation. De cette façon, vous allez faire par exemple des sections en 2 dimensions à chaque fois et faire une interprétation en 2 dimensions et demander en ce temps-là au logiciel d'interpoler maintenant sur la 3e dimension vos données. Il y a plusieurs logiciels qui sont disponibles pour le faire. On va d'abord, dans un premier temps, illustrer cela grâce à un logiciel qui le fait de façon automatique, c'est-à-dire Leapfrog. On prend Leapfrog. Leapfrog nous offre la possibilité de faire une interprétation automatique, c'est-à-dire que vous lui fournissez des données. Dans notre exemple, on va lui fournir les données de Drehol qui contiennent les informations géologiques, la teneur en un minéral précis. On va donc lui fournir des données de Drehol et il va se charger pour nous de faire une interprétation du modèle géologique en 3D et du modèle de minéralisation en 3 dimensions également. Alors, là, nous présentons les données. Donc, on va d'abord hide ça. Et on va afficher la teneur en fer. Pour cette base de données, nous avons donc plusieurs trous de forage, plusieurs sondages qui ont été réalisés. On va agrandir un tout petit peu. Voilà. On a plusieurs trous de forage qui ont été réalisés et pour lesquels on a mesuré les différentes teneurs en fer. Et on a obtenu le résultat que voilà, on peut afficher. Et nous voyons là-bas la légende. Donc on a des teneurs en fer qui vont de 4,8 à 70 grammes par tonne, je pense, ou pour 100. Ouais, pour 100. C'est en pourcentage. Donc on a de 4,8% à 70%. Donc on a également les données, les teneurs en manganèse. Voilà, que voilà. On a les teneurs en phosphore, je pense, oui. Et on a la lithologie. Donc voilà les différents types de lithologie que l'on retrouve à l'intérieur de notre base de données. Et donc sur la base de cette donnée-ci, de cette information-ci, on veut construire un modèle géologique en tridimensionnel qui va nous permettre donc d'avoir une meilleure visualisation. Et a priori, sur la base de cette information, de la lithologie que l'on observe ici, on peut donc déjà établir le contact entre différents types lithologiques, entre différents types de roches. Ici, on peut établir le contact entre les BIF, les Banded Iron Formation, qui sont ici, ce sont les formations ferrifères, riches en fer. Entre les BIF, par exemple, on prend comme ça bêtement, et le granit, dont le rouge et cet orange-là, on peut essayer de construire le contact, de construire une surface de contact entre les BIF et donc les granites. On peut également construire une surface de contact entre les FMB, les Fine Magnetic Banded là, donc c'est les bandes de magnétite très fines, ici FMB. On peut également construire le contact entre FMB là, le bleu, et le granit encore, entre FMB et le gneiss, entre les BIF et les FMB. Donc on peut construire comme ça plusieurs surfaces de contact entre les différents types lithologiques. Mais déjà, il faut noter que voilà nos données de Drehol. On a notre surface topographique qu'on a construit qui se positionne au-dessus là. Donc c'est notre surface topographique. On va la fermer. On crée donc notre modèle géologique. On crée notre modèle géologique que voici. Voilà notre modèle géologique à l'intérieur duquel se trouve, on l'a rendu transparent pour pouvoir visualiser les trous de forage. Voilà notre modèle géologique. On peut les afficher également. On va voir quelles sont les différentes surfaces de contact qu'on a pu créer. Donc là, on a la surface entre le BIF et le FMB, le contact entre BIF et FMB. Voilà, dans cette surface-là, on se rend compte que le BIF est donc au-dessus et le FMB est en dessous. Et si on affiche nos trous de forage, hein, la lithologie, on se rend compte que le rouge est en dessous et le bleu, FMB, est au-dessus.
Donc, il a pris que le BIF, c'est ça, et le FMB, c'est ça. On a également une autre surface lithologique qu'on va ajouter simplement. On peut hide celui-ci. Voilà, une nouvelle surface lithologique. Une autre encore. Et cette dernière. Donc, on a comme ça créé plusieurs surfaces lithologiques, plusieurs surfaces de contact entre les différents types lithologiques. Et ici, il faut noter que ça, c'est une interprétation. Nous verrons dans un prochain exemple que l'outil surface chronologie de Leapfrog permet donc de classer les différentes lithologies en fonction de leur chronologie, en fonction de leur âge. C'est-à-dire que on placera la roche, le type lithologique le plus ancien en dessous, et ainsi de suite. Et on va monter. Et bien sûr, il ne faut pas s'inquiéter parce que si après, il y a un phénomène géologique, un phénomène tectonique qui survient et qui déforme la structure générale de la zone, on va introduire également cette information-là en construisant les zones de failles, les zones de veines, les surfaces de contact entre les failles et les veines, ainsi de suite. Donc on va voir cet exemple-là un peu plus loin. Mais pour l'instant, je tenais à montrer déjà comment est-ce qu'on peut créer les différentes zones de contact et donc construire un modèle géologique assez fiable. Donc voilà notre modèle géologique. Voilà notre modèle géologique. On va afficher ça. Voilà notre modèle géologique. Donc on va tout enlever et on affiche notre modèle géologique avec la légende. Donc voilà notre modèle géologique. On se rend compte que le BIF là, c'est lui en rouge et le FMB là, c'est lui en bleu. Donc c'est les types lithologiques les plus abondants dans cette base de données. On peut également faire une estimation. Donc réaliser après avoir fait un modèle géologique là, on peut faire une estimation. On va donc estimer la teneur en fer et construire donc un modèle solide de la teneur en fer, un bloc modèle. Voilà, ce travail est fait ici. Nous avons donc ce modèle qui est un bloc modèle obtenu après estimation des teneurs en fer par la méthode de décriage ordinaire et qui est implémentée dans Leapfrog. Donc on peut dérouler ici à ce niveau pour choisir d'afficher une autre méthode d'estimation qui a été utilisée, en l'occurrence l'inverse de la distance qui a également été utilisée pour réaliser l'estimation et obtenir donc un bloc modèle correspondant et qui s'affiche donc sur votre fenêtre dans votre zone d'affichage, notre scène 3D. Et vous voyez donc il y a une différence entre l'estimation par la méthode d'inverse de la distance qui s'affiche là tout de suite et l'estimation par la méthode de décriage que l'on a affiché tout à l'heure et que voilà. Donc vous voyez nettement quelle est la différence. Donc, vous pouvez zoomer pour voir, les blocs sont un peu grands. Donc si vous voulez une résolution plus bonne, donc avoir des blocs modèles plus petits, alors vous pouvez réduire la taille des blocs modèles pour obtenir un résultat qui est plus soft, plus présentable. Évidemment, les concepts théoriques derrière comment est-ce qu'on modélise les blocs, comment est-ce qu'on crée ces blocs modèles là, ils sont pris en compte dans une formation complète que nous assurons au sein du groupe GeoConsult. Donc la formation est assez complète, très complète sur la façon d'obtenir de tels résultats et l'interprétation que vous en faites plus tard. Alors nous avons montré là Edian. Il y a également un autre paramètre, un autre élément fondamental lorsqu'on fait la géologie, lorsqu'on fait l'estimation des ressources minérales, c'est le report, donc le calcul des ressources et tout ce qui va avec. Il faudrait que vous soyez capable de mesurer quel est le volume de ce modèle, de ce bloc-là, le volume de la zone des ressources récupérables, le tonnage également. Il faudrait que vous soyez capable de donner ces informations-là, de calculer la teneur en fonction de calculer le tonnage et la quantité de ressources en fonction d'une teneur de coupure. C'est également en ça que se démarque l'ingénieur des mines ou bien le géologue
simplement, ou le géoscientiste. Alors, vous devez être capable de faire un reporting des données, donc d'avoir, par exemple, après avoir fait votre modélisation, après avoir interprété la géologie et les ressources, vous devez être capable de fournir des informations à l'entreprise, par exemple, quel est le volume du minerai, quel est le tonnage, et il faudrait simplement indiquer que le tonnage dépend en quelque sorte de la teneur de coupure, de la coupure que vous donnez. Donc, vous devez être capable de dire à l'entreprise que si la coupure c'est de 15%, voilà le tonnage, la teneur moyenne que vous aurez, voilà le volume que vous aurez, voilà le tonnage que vous aurez, et voilà comment est-ce que le profit que vous allez obtenir de votre exploitation si vous fixez la teneur, la coupure à 15% par exemple. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait cela. Voilà, on va cocher les deux et on ferme. On choisit une coupure ici. Voilà, on a pris un crigeage et à ce niveau on va mettre gramme par tonne. Voilà, on a ce résultat. Si la coupure est à 0, là on est carrément à 0 et on voit bien que dans le BIF, le fer se trouve le plus dans le BIF et dans le FMB. Dans le reste là il n'y a pas de fer. Donc si la tenue en coupure, voilà le tonnage qu'on a. C'est 2 milliards 3 406 274 tonnes avec une coupure, une teneur de 44,73 grammes par tonne et la quantité de métal ici en tonnes est de 89 618 tonnes. Ça c'est la quantité de métal qu'on obtient par la méthode de crigeage simple qui a été appliquée dans le BIF. Et on a un total pour le BIF, pour le FMB, on est ici à 155 274,40 tonnes. Là, on a la teneur de coupure 0. Essayons, amusons-nous à mettre la teneur de coupure à 20, par exemple. Le calcul sera fait à nouveau. Voilà, on a la teneur, le nombre de tonnage, la tonne déjà, le nombre de tonnes qui baisse. On a notre teneur moyenne qui est à 47,88. On a également la quantité de métal qui a également baissé. Là, on était à 155 pour le total. Aujourd'hui, on a 100. Maintenant, on a 152. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire un reporting des données. On peut également décider d'afficher le volume. Là, on a une case qui nous dit que voilà, le BIF a un volume de 723 494 605,48 mètres cubes. Donc voilà est-ce que un peu on peut ajouter la colonne de densité et ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez les résultats que vous pouvez obtenir, que vous devez obtenir après avoir fait une interprétation automatique de vos données et de la minéralisation en question. Donc on peut également faire ce travail de façon interactive, c'est-à-dire la seconde option, ou bien avant de passer à la seconde option, on peut introduire les données structurales, par exemple les failles, les veines, les fractures et ainsi de suite. On verra cela dans une prochaine vidéo, en tout cas dans la vidéo suivante. Merci et à bientôt.